Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre émission Sur la brèche. Le professeur Mamoudou Amadiko est l'invité de ce dimanche. Professeur titulaire de biochimie et de biotechnologie de classe exceptionnelle à l'université Joseph Kizerbo. Directeur du laboratoire, ancien député CDP, ancien directeur général du CENO, le Centre national des œuvres universitaires. Le professeur Diko est le président de la NAFA, la Nouvelle Alliance du FASO. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie. Vous êtes titulaire de 2 doctorats, l'un en biochimie et enzymologie et l'autre en biotechnologie, technologie alimentaire et nutrition. Vous êtes également titulaire de 21 certificats post-universitaires de cours ou de préparation à des travaux scientifiques et vous n'avez pas encore 50 ans. Oui. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Bon, c'est par le travail et je rends grâce à Dieu. Et c'est ce que j'ai dit aux jeunes, il faut vraiment travailler et puis être aussi loyal envers vos enseignants, envers vos encadreurs. On ne finit jamais d'apprendre. Personnellement, j'ai toujours été assidu à l'université et j'ai toujours été assidu aussi avec mes encadreurs. C'est-à-dire que je fais tout pour ne pas les décevoir et respecter leurs consignes. C'est comme en football. Donc le coach est là sur le plan académique et scientifique. S'il te demande de faire quelque chose, il faut vraiment le faire parce que c'est toujours dans le sens de pouvoir t'améliorer. Et quand il te demande de faire un travail scientifique aussi, il faut le faire et il faut bien le faire. Et je pense que c'est le message que je peux donner aux autres jeunes qui veulent entamer ce type de carrière académique et scientifique. Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Oui, ça c'est fondamental. Et puis, il faut vraiment se consacrer à ce qu'on fait. Quand tu entames un job, il faut l'achever. Sur le plan académique, si vous préparez un diplôme, il faut vraiment le terminer. Sinon, après, vous pouvez regretter. Il ne faut pas trop mélanger des choses. Quand vous avez un job de recherche à faire, vous le faites jusqu'au bout et le reste, on verra. Donc, c'est ce que nous avons toujours fait. Alors, vous êtes également directeur d'un labo, le laboratoire de biochimie, biotechnologie, technologie alimentaire et nutrition, toujours à l'université Joseph Kizerbo. Parlant de la recherche au Burkina, il y a justement cette formule que l'on attribue au capitaine Thomas Sankara, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Est-ce que le professeur Diko fait-il partie, on va dire, de ces chercheurs introuvables que l'on recherche bon, nous apportons et qui trouvent qu'on le recherche sur le Burkina? Je pense, nous apportons notre contribution par le biais de la formation des jeunes, de niveau master, de niveau doctorat. Nous avons beaucoup de résultats qui sont valorisés et qui sont valorisables. Et en ce qui nous concerne, par exemple, nous avons valorisé des polyphénols à partir du sorgho et qui ont suscité l'engouement par d'autres entreprises, telles que L'Oréal, par exemple. Et c'est grâce à ces activités d'ailleurs que nous avons pu, par exemple, construire le laboratoire. En langage simple, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez trouvé et qu'est-ce qui est Non, en fait, il y a beaucoup de d'applications. Par exemple, quand vous prenez dans le sorgho, dans beaucoup de plantes, vous avez des substances qu'on appelle des polyphénols, des composés phénoliques, mais qui ont beaucoup de propriétés. Non seulement on peut les utiliser comme fond de teint, on peut les utiliser pour teindre les cheveux, on peut les utiliser comme antioxydants également sur le plan alimentaire, on peut les utiliser tout simplement comme colorants, et il y a beaucoup d'applications. Nous avons une batterie aussi de propositions, de solutions au développement, mais souvent ce n'est pas très bien connu. Mais je pense que comme il y a une agence maintenant en VAR qui existe, et cette agence normalement doit vraiment jouer son rôle. Mais je reconnais que l'un des problèmes que nous avons dans le système français, c'est que vraiment on n'a pas une très bonne valorisation des résultats de la recherche. Et ce que nous faisons comme activité, ce n'est pas très bien connu. Et parce que c'est difficile pour un chercheur à la fois d'être au diapason en matière de connaissances encyclopédiques dans son domaine et en même temps être en mesure de protéger ça en matière de propriété intellectuelle, de vulgariser lui-même, c'est très très difficile. Donc, généralement chez nous, on est laissé à nous-mêmes. Donc, en même temps que nous faisons la recherche, nous développons ce qu'on appelle le fundraising capacity, c'est-à-dire nous devons rédiger des projets pour chercher des financements parce que nous ne recevons pas de financement de l'État en matière de recherche. L'université est laissée à elle-même comme ça et on a peu de mécènes qui acceptent de venir nous soutenir. Donc, c'est généralement des projets que nous rédigeons. Souvent, ça marche, souvent, ça ne marche pas. Et dans l'année, quand vous rédigez 10 projets, c'est peut-être un qui marche
ou bien dans l'année, vous pouvez rédiger 10 projets, aucun ne marche. Donc, sinon, en matière de recherche, le Burkina fait partie des pays où vraiment la recherche est effective et elle est appliquée. Si je prends l'exemple de l'INRA, l'INRA fait beaucoup de recherche. Et cette semaine, on était à un atelier de l'ISAT. Les gens ont fait beaucoup de communication, c'était à l'université de Ouagadougou. On a vu qu'il y a beaucoup d'applications et il y a beaucoup de secteurs où la recherche apporte sa contribution au développement. Donc vous nous dites que les chercheurs burkinabés trouvent? Ils trouvent, ils font partie des meilleurs. Quand je prends le cas de l'UOMOA, dans la zone de l'UOMOA, l'université de Ouagadougou est classée parmi la première dans la zone francophone. Si vous prenez toute l'Afrique entière, nous sommes notre rang au niveau webométrique, c'est-à-dire en matière de ranking, classement des universités, nous sommes autour de la 15e à 30e position depuis plus de 5 ans de cela. Malgré les difficultés que nous avons dans notre contexte, malgré ça, quand même, les enseignants universitaires sont très actifs. En matière aussi de contribution individuelle, vous savez, les chercheurs sont classés au niveau mondial avec un paramètre, un index qu'on appelle le H-index. C'est un coefficient de Hirsch. Quand vous regardez, les chercheurs burkinabés ont le facteur le plus élevé au niveau africain. Ça veut dire qu'individuellement, les travaux là sont visibles. Si vous tapez sur Internet, vous regardez, vous allez voir, vous prenez quelques noms individuellement, vous allez voir que vraiment, ils ont une très bonne contribution. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut aussi créer des richesses. Il faut que ce que nous faisions là puisse rapporter, qu'on puisse créer des richesses et qu'on puisse monnayer. Nous ne devons pas seulement faire la recherche pour la promotion académique, mais la recherche doit être orientée également vers le développement et vers la création de richesses. Et nous sommes dans cette logique. C'est pour cela, dans notre vision, dans les années à venir à l'université, nous comptons vraiment mettre en place des incubateurs. Et pourquoi ne pas aller même dans les startups aussi, associer les entreprises, comme dans le modèle sud-africain, où dans chaque université, vous avez une entreprise qui est associée aux travaux de recherche, vous avez le gouvernement qui donne son mot, qui oriente aussi, et vous avez l'université. C'est ça, ils parlent du modèle de triple hélice. Donc, il y a 3 hélices, et ils vont même vers la 4e hélice, qui est la société civile, souvent, qui peut avoir un regard vers ce que nous faisons à l'université. Alors, quel est le regard que vous portez sur la recherche au Burkina aujourd'hui? Nous souffrons de manque de soutien. Si vous prenez l'université de Ouagadougou, on a 0 franc dans le budget de l'université qui est voté pour la recherche. 0 franc. Ce que nous recevons au niveau des labos, c'est comme je vous ai dit, ça, vous écrivez des projets, vous avez des partenaires qui ont leurs propres projets, qui ont leurs propres idées, et vous demandent de bosser ensemble. Si l'idée vous plaît, vous bossez. Si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas dedans. Nous recevons également quelques soutiens au niveau des étudiants qui s'inscrivent en master, mais là, c'est jusqu'au master 2 qu'ils payent. Donc, on n'a pas une très bonne politique de soutien de la recherche scientifique dans nos universités. C'est à l'image de toutes les universités francophones d'ailleurs. Si vous partez dans le système anglo-saxon, notamment au Nigeria, vous voyez qu'au niveau recherche, vraiment, il y a plus de soutien de l'État, il y a une vision, et on construit de nouvelles universités, il y a des incubateurs, et on sent que le meilleur système en Afrique, ici je vais dire subsaharienne, c'est le modèle sud-africain, où vraiment, à la limite, c'est industrialisé même. C'est-à-dire que chaque université a des liens avec le monde industriel. Et moi, je pense que nous devons aller dans cette dynamique. Sinon, actuellement, je pense que vraiment, il faut que l'État fasse des efforts. C'est vrai, le fonds RID existe, ils font des appels à candidature, mais ça, c'est un fonds compétitif à l'échelle nationale. Et les projets généralement financés, ce ne sont pas de très, très grands projets en interne, quoi. Donc, les universités aussi compétitives, c'est vrai, il y en a qui en gagnent. Mais ce n'est pas évident au niveau de la recherche chez nous. Parce que la recherche coûte cher et c'est un investissement à long terme. Si tu veux créer une richesse, il faut que tu acceptes de te patienter pour que ça prenne le temps qu'il faut prendre pour sortir quelque chose qui est compétitif, quelque chose qui peut intéresser d'autres acteurs pour qu'ils puissent acheter ça. Par exemple, si tu fais un brevet, il faut que certains viennent prendre la licence avec toi. Alors, août 2008, septembre 2011, ça apparaît un peu comme une sorte d'intermède dans votre parcours professionnel. Vous acceptez le poste de directeur général de CENU, le Centre national des œuvres universitaires. La question qu'on se pose, qu'est-ce qu'un professeur titulaire va rechercher
comme DG du CNO, est-ce que c'est le titre, c'est la fonction, c'est l'argent, c'est quoi? Non, mais c'était un honneur et un plaisir pour moi d'être à ce niveau de management. J'avais 36 ans quand j'étais DG du CNO et j'étais ordonnateur de budget. C'était vraiment bien, c'était une grande expérience. J'ai géré sur le plan social 73 000 étudiants. Au niveau du personnel actif, il y avait environ 300 employés. Et donc c'était vraiment, je remercie Dieu d'avoir cette expérience où j'ai fait plus de 3 ans et j'ai fait ce que je peux. Et c'est dans le milieu universitaire dans tous les cas. J'ai un background quand même de nutritionniste. On a apporté notre contribution à l'amélioration de la qualité nutritionnelle des repas servis, en matière de contrôle aussi hygiénique, en matière de surveillance aussi et d'anticipation, parce que souvent, si ce n'est pas suivi, ce sont les restaurations collectives. Vous avez 30 000 plats qu'on prépare par jour. Si vous ne prenez pas des mesures, vous pouvez avoir des infections. Donc, on a aussi assaini au niveau même des logements en cité universitaire. Mais c'est une belle expérience et je pense que le CNU fait partie donc des postes, des directions générales dans le système de l'enseignement supérieur. Et c'est un poste assez intéressant pour acquérir encore, en tout cas de l'expérience et puis être en contact permanent avec des jeunes, avec des étudiants. Et vraiment, je ne regrette pas du tout ce passage. Et je remercie Dieu d'ailleurs d'avoir occupé ce poste-là étant jeune. Et je pense très sincèrement que c'est ce poste qui m'a donné une impulsion en politique parce que je suis en contact permanent avec des jeunes. Et c'est grâce à ce poste que j'ai pu obtenir au niveau du CNU qui m'a probablement permis d'avoir un siège à l'Assemblée parce que j'ai pu apporter ma contribution, montrer que j'avais un peu de leadership quand même pour me pencher sur les affaires sociales donc, et des jeunes et des travailleurs. C'est au CNU que j'ai pu régulariser la fonction de régulariser la situation professionnelle de 70 agents. Socialement, c'est quand même pas rien. Ça fait quand même une contribution parce que vous avez beaucoup de gens qui travaillent dans les structures publiques, mais leur situation n'est pas régularisée. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas officiellement recrutés, c'est du bénévolat. Bon, c'est des situations qui ne sont pas faciles. Mais en termes de management, oui, c'est une expérience. On dit de vous que vous êtes un universitaire brillant. Dans une université, c'est pendant qu'il semble à la croisée des chemins. Alors, entre le système LMD, le blanchiment technique aux résultats improbables, l'absence de moyens, on se rend compte que l'université publique semble aujourd'hui le condensé des maux de l'enseignement supérieur burkinabé. Est-ce que c'est aussi votre sentiment et quelle est l'alternative pour rompre avec ce cycle infernal? Merci. En réalité, brillant, c'est tout dit, chacun apporte sa contribution. Si nous sommes là, c'est grâce aux aînés qui ont accepté également de revenir au Burkina pour nous former. Je prends l'exemple du professeur Alfred Traoré qui a monté une équipe qui nous a permis de faire les premières thèses avec lui et même la suite. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui ont accepté, qui ont laissé des postes importants à l'étranger, qui sont venus ici bâtir des laboratoires, se battre pour que cette université soit ce qu'elle est. Maintenant, au niveau du LMD, licence, master, PhD, c'est-à-dire doctorat, j'avoue que nous n'avons pas très bien abordé le système parce qu'il y a eu la charrue avant les bœufs. Dans le système LMD, normalement, on devait gagner en temps. Le semestre, on devait pouvoir finir un semestre en 4 mois maximum. 4 mois, 3 mois maximum. Et le semestre est devenu l'année parce que les gens ont tenu à finir les cours du semestre, évaluer les étudiants avant d'entamer le deuxième semestre. Du coup, on est dans un système où les étudiants réclament aussi 2 évaluations. Donc, vous finissez une première évaluation, vous proclamez les résultats, vous délibérez. Ensuite, il faut une deuxième évaluation, alors que le deuxième semestre n'a pas démarré. Voilà pourquoi actuellement, vous retrouvez des étudiants en licence, mais qui sont à l'université, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans. Ça ne nous honore pas. L'État n'a pas mis les moyens. Vous prenez le système LMD demande des trucs, l'accompagnement, par exemple l'Internet. À l'université de Ouagadougou, comme beaucoup d'autres universités, bon, je me suis dit université de Ouagadougou parce que c'est quand même le premier nom, même si c'est maintenant université Ouaga, pour ça, Joseph Kizerbo. On n'a pas de connexion Internet haut débit. Le vidéoprojecteur, c'est l'enseignant lui-même qui se débrouille pour amener. Quelquefois, dans certains départements, tu en trouves. Vos salles de cours ne sont pas ça. Tu vas aller dans une salle de cours, tu n'as pas de vidéoprojecteur, tu n'as pas de connexion Internet. Il n'y a pas
assez d'engouement de par les étudiants pour faire le travail personnel à la maison. Parce que dans le LMD, on a réduit le volume. L'enseignant, par exemple, en heure présentielle pour un crédit, c'est 12 heures. Et l'étudiant prend 8 heures de travail personnel. Mais les 8 heures de travaux personnels que l'étudiant devait faire, en général, dans nos pays, il y a rare qui arrivent à le faire. Et donc, ça fait qu'il y a un manque à gagner sur le plan pédagogique. Nous n'avons, et jusqu'à présent, les gens en parlent, mais l'État ne met pas assez de moyens. À l'université, les effectifs ont augmenté de manière exponentielle, mais la logistique n'a pas suivi. La conséquence, même au niveau des sciences expérimentales comme chez nous, ce n'est pas la théorie, il faut que tu fasses aussi la pratique. Tu ne peux pas former un biochimiste, un technologue alimentaire, ou bien un médecin ou un pharmacien seulement en théorie, parce que ce sont les sciences appliquées. Il n'y a pas assez de labos, de travaux pratiques. Et nous, nos petits labos qu'on a avec lesquels on se débrouille pour faire des petites recherches, on est obligé de faire des travaux pratiques dans ces laboratoires. Les équipements se gâtent. Quand je prends l'exemple de notre labo, on avait jusqu'à 4 spectrophotomètres. Bon, c'est un appareil qu'on utilise pour les... Sur les 4, tous les 3 sont gâtés, il reste un seul. Donc, comment il faut faire? Il faut chercher encore d'autres équipements. Donc, à cause des travaux pratiques. Et donc, on a vraiment des soucis à ce niveau. Et si on ne prend pas garde, nos universités publiques, là, dans le domaine des sciences expérimentales, vraiment, nous partons à la croisée des chemins. Et c'est vraiment déplorable. Le privé aussi ne fait pas plus. Parce que le problème du privé aussi, en matière de sciences expérimentales, ils ne construisent pas de labos parce que ça coûte cher. Ils n'équipent pas aussi les labos parce que ça coûte cher. Donc, ils préfèrent les sciences non expérimentales, c'est-à-dire peut-être la comptabilité, qui demande moins d'appareillage, ou bien les sciences juridiques et autres. Alors que souvent, ils ouvrent aussi des filières techniques. Et là, au niveau de labo, ça pose un problème. Donc, il faut que l'État vraiment prenne des dispositions. Parce que pour développer l'Afrique, j'avoue que c'est par expérience. Ce n'est pas la création de richesses. Il faut qu'on soit techniquement formé. Il faut que les jeunes soient techniquement formés pour pouvoir créer le savoir, faire des innovations qui portent et vendre leurs produits. Autrement dit, on va rester seulement à parler du bon français ou bien du bon anglais, mais sur le plan expérimental. C'est ça la différence entre l'Asie et nous. J'ai eu l'opportunité de faire l'Inde et la Chine. Si vous partez dans ces pays, vous regardez les universités indiennes, les labos sont là il y a assez de labos expérimentaux et les gens font peut-être 30 heures de cours sur 70 heures de travaux pratiques. Donc 30% des cours théoriques, le reste ce sont des travaux pratiques. Donc, et ça c'est important. Donc c'est un appel aux politiques, aux décideurs politiques, si vraiment ils pensent à assurer la relève pour qu'on puisse créer des richesses. Parce que le rôle fondamental des universités, et nous, en Afrique, on n'a pas très bien compris ça, il y a l'acquisition du savoir, il y a la création du savoir, il y a la diffusion du savoir, et il y a la création des richesses. Et nous, on voit l'université, ces structures-là, juste des structures qui consomment de l'argent, budgétivore, mais qui ne vont rien apporter. Et c'est ça le problème. Alors que tout ce que nous achetons, c'est le savoir que nous achetons ailleurs. Et il faut qu'on réduise l'écart. Parce que l'enseignement de base, c'est bien, mais ça ne va pas te permettre de créer des richesses. Le fait d'apprendre quelqu'un à lire, à écrire, n'est pas compétitif. Il ne peut pas fabriquer un ordinateur portable. Il ne peut pas fabriquer une nouvelle boisson. Il ne peut pas fabriquer un nouvel aliment. Il ne peut pas aussi monter sur la Lune avec ça. Donc, ça pose un problème. Voilà. Il faut réduire vraiment ce écart. C'est ce que l'Inde et la Chine ont fait. C'est pour ça qu'ils sont émergents. L'Afrique du Sud en a fait pareil. Mais comment le faire dans un contexte où les priorités sont tellement énormes? Dans un pays où on cherche à manger, par exemple. Non, mais on ne peut pas développer aussi un pays où tout est prioritaire. C'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. Oui, on ne peut pas développer un pays où tout est prioritaire. Il faut se donner des priorités fondamentales. Par exemple, l'acquisition du savoir, c'est fondamental. Autrement dit, tu ne pourras pas créer des richesses. Nous allons être simplement des sociétés de consommation. Avec ça, l'Afrique ne peut pas être un continent émergent. Voilà. Donc la création du savoir est fondamentale. Je ne dis pas qu'il faut mettre toutes nos richesses dedans, mais il faut réduire le gap. Autrement dit, on va être néo-recolonisé encore. Parce que le blanc est venu nous coloniser, là, c'est à cause du savoir, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas la force musculaire. C'est basé sur le savoir. Donc nos États, c'est pour ça que la Chine, ces pays-là ont compris ça. Ils ont rapidement bossé dans ce domaine, réduit ce gap-là. Et actuellement, ils n'en vivent pas aux autres. Et c'est ce qu'il nous reste à faire en Afrique. Alors, sans transition, je voudrais que l'on aborde des questions d'actualité
à commencer par le procès du putsch du 16 septembre. C'est en principe le 9 mai prochain. Donc, que reprend le procès pour lequel les généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré sont poursuivis. Ce vendredi, l'actualité, c'est donc Chrysogone Zougmouré du MBDHP et 7 autres OSC, Organisation de la société civile, dont l'ODJ, l'Association des blessés du coup d'État, l'Union des martyrs de l'insurrection populaire, qui ont animé donc cette conférence de presse avec le MBDHP pour exiger, en tout cas, la conduite à terme de ce procès-là dans la rigueur et la transparence. C'est leur mot. Est-ce que c'est une exigence que vous comprenez? Oui, non. Bon, on n'aime pas trop que la société civile se mise trop dans les affaires judiciaires parce que la justice est quand même indépendante. Mais tout Burkinabé actuellement souhaite qu'on ait un procès transparent et équitable. Mais en droit, on dit que la forme détermine le fond. Et la forme est très, très importante. Le procès a déjà mal démarré avec des décrets incorrects, avec des nomenclatures de juridiction qui sont incorrectes. On ne peut pas admettre qu'au sommet de l'État, qu'on prenne des décrets en Conseil des ministres avec des erreurs. Sur le plan du droit, c'est inadmissible. Il faut que tout soit rigoureusement respecté parce que c'est la vie des gens qui est en danger. Les gens attendent ça. Et déjà, les premiers jours du procès, on a vu des reports qui étaient liés à ça. Les délais qu'on n'a pas respectés, par exemple la non-publication du décret dans le journal officiel, le fait de ne pas attendre 8 jours avant que le procès ne démarre, tout ça sont des erreurs qui sont intolérables pour des hommes de droit à ce niveau-là. Donc, ce que nous craignons actuellement, c'est le fait qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de forme avant qu'on ne rentre dans le dossier à fond. Sinon, l'exigence qu'il y ait un procès transparent, ça, je pense que c'est le souhait de tous les Burkinabés, et que la vérité soit dite. Nous attendons, tout le monde attend ce procès. Il y en a qui sont en prison, ça fait plus de 2 ans. Et il y en a qui, tout le monde attend ce procès. Il y en a qui ont reconnu, tel que Diendéré, qui a assumé ce qu'il a fait. Donc, mais il faut qu'il y ait quand même la forme. Voilà. Même si tu reconnais ce que tu as fait, il y a la forme. Diendéré a assumé sa responsabilité en disant qu'il est le cerveau et c'est lui. Maintenant, quand on vient, on accuse, on veut forcément porter encore, inculper par force d'autres personnes telles que son excellent Djibril Bassolé et autres, là, ça devient autre chose. On cherche pour les conférenciers, l'argument selon lequel la forme tient le fond en l'état, ils considèrent ça comme un prétexte, en tout cas qui ne saurait être utilisé pour renvoyer le procès au calame grec. Non, mais on est en droit. Si ton nom c'est Jérémie là, et puis si ta pièce d'état civil, c'est au lieu que ça commence par J, ça commence par G, en matière de droit, ça pose un problème. La preuve est que tu seras obligé de faire un certificat d'individualité. Voilà. Le droit, c'est le droit. Et de plus en plus, ce que les gens ne savent pas, ou bien ils font semblant de ne pas le savoir, le droit est devenu une science presque exacte, parce qu'elle est codifiée. Parmi les sciences humaines, le droit est la science la plus exacte, parce qu'elle est codifiée. Et c'est codifié, c'est interprétable par n'importe qui. Parce que c'est des articles qui sont là, qui sont inamovibles, et qui sont souvent transversaux même à l'échelle mondiale. Par exemple, si vous prenez notre Constitution, les premiers 20 articles, ce sont les déclarations universelles des droits de l'homme. Donc, c'est la même compréhension, c'est la même interprétation. Mais c'est aussi une question de bon sens. Oui, oui. Mais donc, c'est pour ça que la forme est importante. La forme est importante. Tu ne peux pas nommer une juridiction et elle n'existe pas. Et c'est régi par la loi. Je prends le CNT a modifié ça depuis juillet. La loi est là. Ça veut dire qu'à la limite même, vous ne considérez même pas ce que les gens font à l'Assemblée. Même si c'était... C'était même pas le CNT, c'était après la transition qu'ils ont modifié le décret sur le code de justice militaire. Et ils n'ont pas respecté cette loi, avec la nomenclature des chambres qui existaient là-bas. Et donc ça, c'est un problème grave. Moi, j'étais écœuré quand j'étais là-bas et puis j'ai vu ça. J'étais même assis avec un magistrat, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Ailleurs, ça vaut une révocation, ça. Il faut reprendre même le Conseil des ministres. C'est ça. Donc, on estime en réalité que la ligne de défense des accusés, dont votre champion Djibril Bassolé, c'est justement de tout mettre en œuvre pour que l'on n'aille pas au fond de l'affaire et que le procès finisse par s'enliser dans des querelles de procédure. C'est nous-mêmes qui perdons si on ne parle pas au procès. Pour le moment, là, qui est incarcéré, qui est en prison, qui est privé de liberté? C'est bien Djibril et les autres. C'est bien lui et les autres.
ils sont dans une situation de privation totale de liberté. Après la prison, quelle serait dans la vie d'un homme? Ce n'est pas la mort. C'est ça. Donc, ce sont plutôt eux qui ont besoin d'un jugement, mais il faut que ce soit un jugement équitable. Et que l'inculpé, là, bon, il y a la présomption d'innocence, bien entendu, mais la personne qui est inculpée puisse se défendre dans les règles du droit et dans le respect également. Parce qu'il ne faut pas que les gens confondent les désirs populaires, la rue et puis le droit. Le droit est rationnel, c'est régi par des textes clairs. Et les procédures doivent être claires. Et tout le monde doit respecter ces procédures-là pour qu'il y ait la manifestation de la vérité. Une fois qu'il y a des anguilles sous roche au niveau des procédures, ça pose un problème. Parce que si tu veux me condamner, il faut que je me rassure que tu as suivi effectivement la procédure. Autrement dit, c'est arbitraire. Parlez de procédures pour justement, vous parlez justement des manifestations populaires, de cette perception populaire que les citoyens burkinabés ont. Pour le burkinabé lambda, c'est vous, intellectuels, qui manipulez les signes et les symboles, qui embrouillez toute la situation, parce que pour eux, tout est clair, dans cette affaire de procès, par exemple. Mais le droit, là, le jugement, là, ce n'est pas la rue qui juge. La preuve est que souvent, les gens sont étonnés que le juge libère quelqu'un qui est inculpé, et parce que pour le commun des mortels, il doit être en prison, etc. Mais il y a des règles, c'est régi par des textes. Est-ce que vous comprenez et c'est le contribuable, enfin, je veux dire, c'est le constituant originel qui a élu des gens qui sont à l'Assemblée et qui ont voté ces lois. Donc, lui, le juge interprète les lois, mais il n'interprète pas ce que les gens pensent dans la rue. Est-ce que vous comprenez en même temps la posture de ceux-là qui estiment qu'on ne peut pas, au nom d'une procédure, par exemple, traverser ce qu'ils considèrent, eux, comme la vérité? Traverser une procédure? Non, au nom, justement, des querelles de procédure, parce qu'on dirait, par exemple, que la procédure devrait être ceci, elle n'est pas cela, et on ne va pas au fond de l'affaire, et l'affaire meurt comme ça. Non, l'affaire ne peut pas mourir comme ça, mais au préalable, il faut des préalables. Toi, tu veux me condamner, c'est comme si le jugement est déjà fait. Et tu ne respectes pas les procédures parce que tu veux. C'est comme si le jugement est déjà fait. Il y en a qui ont déjà commencé à dire que tel ou tel sera condamné à 20 ans. Est-ce que c'est leur rôle? À la limite, c'est les gens qu'on doit poursuivre. Ce n'est pas leur rôle. Soit on a confiance en la justice, on la laisse travailler, mais dans les règles aussi de l'art. Ceux qui s'opposent aux décisions des juges, là, ils ont reçu la même formation. C'est bien la défense. Ce sont des avocats. C'est leur rôle aussi. Ils connaissent les textes comme les magistrats. Donc, il faut que la procédure soit respectée. Et on traîne d'ailleurs avec ça. C'est nous qui perdons quand il n'y a pas ce procès. Il y a des échéances électorales qui viennent. Le citoyen a besoin de savoir qu'on juge les gens, mais il faut qu'on sache qui a fait quoi et pourquoi. Et qu'il y ait effectivement la manifestation de la vérité. Sinon, ça risque d'être un procès déjà biaisé. Voilà. Parce que, comme vous le savez, dans la ville, dans la rue, il y en a qui veulent coûte que coûte que telle ou telle personne, c'est comme si la sentence est déjà faite. Alors ça, ce n'est pas du droit. C'est là que j'attire l'attention du chef de l'État, en tant que garant de l'unité nationale. C'est vrai qu'il n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature, mais il doit faire en sorte que le procès, même, il doit taper sur la table pour que les choses aillent où elles doivent aller. Par exemple, le procès, les décrets entachés d'erreurs matérielles et autres, ce n'est pas normal. C'est lui qui a signé ce décret, ce n'est pas normal. Et c'est quand même un ancien législateur. Il a fait plus de 10 ans à l'Assemblée. C'est inconcevable qu'on prenne un décret sans se conformer à une loi existante. Ce n'est pas possible, c'est intolérable dans une république. Voilà. Mais c'est à l'image aussi de la nation. Les gens font ce qu'ils veulent sans rentrer dans les détails. Ce n'est pas normal. Alors l'actualité, c'est aussi la fermeture du TGI, le tribunal de grande instance de Djibo, pour des raisons, en tout cas de sécurité, invoquées par le personnel judiciaire. C'est plutôt un mauvais signal dans la lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment dommage parce que le palais de justice, quand même, c'est le symbole de l'État, dans un État de droit. Et si le tribunal et actuellement le Conseil supérieur de la magistrature a demandé à ce que le chef de l'État prenne des mesures, et nous attendons sa réaction. Voilà, comme je dis encore, il est garant toujours de l'unité nationale et du respect aussi du droit. Donc, ce n'est pas qu'il y a une séparation de pouvoir, mais il est garant de l'exécution même des décisions de justice. Donc, si actuellement il n'y a pas de justice à Djibo, sur le TGI acquitté,
c'est ce que d'autres veulent. Peut-être que ces terroristes la cherchent ça. Ça veut dire qu'on n'est plus encore dans un état de droit à Djibo. Et c'est le talion là-bas actuellement, pratiquement. Qui va juger qui? Même les actes administratifs, qu'est-ce que les gens vont faire? Ça fait encore des problèmes. Ils seront obligés de quitter Djibo pour venir à Ouagadougou. Mais ce qui m'étonne, pourquoi les magistrats quittent et laissent la gendarmerie là-bas, laisser les préfets, laisser l'administration? Ils ne sont pas quand même au fond. Voilà. Et je ne sais pas sur quelle base ils ont quitté. C'est vrai qu'ils ont donné l'argument de l'insécurité, mais et la population locale aussi. Elle a le droit aussi d'être protégée. Elle a le droit d'être protégée. Vraiment, nous, on est étonnés de voir qu'ils ont quitté, alors qu'il y a des forces de la République qui sont toujours là. Il y a l'armée et tout ça. Ils pouvaient peut-être réclamer à ce que leur sécurité soit assurée et que ça soit renforcé, que de quitter, parce que c'est significatif. Pour les autres, c'est ce qu'ils veulent. C'est comme si on a abandonné maintenant le Soum et le Sahel d'une manière globale. L'interprétation des gens, c'est que l'État s'est désengagé. Et nous, les Sahéliens, on est en insécurité totale actuellement. Au nord, tu ne peux même plus aller. Vous voyez que les Occidentaux, l'Union européenne a commencé à tracer des zones rouges et ils déconseillent les gens de ne même pas prendre la direction de Douri ou du Soum. Et donc, ça pose un problème. Alors, le secteur de l'éducation également est fragilisé depuis ces attaques récurrentes des terroristes. Quelle est la stratégie véritablement pour sortir, on va dire, de cette situation? Bon, c'est dommage, parce qu'actuellement, il y a au moins 216 écoles qui sont fermées. Vous avez plus de 22 000 élèves qui sont dans la rue. On parle de 895 enseignants qui sont revenus à Ouaga. Bon, ça pose un problème. La stratégie, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle du gouvernement. Parce que l'intégrité du territoire, là, ça les incombe. C'est leur priorité numéro 1. Avant qu'ils ne viennent au pouvoir, là, ils devaient s'attendre à ça. Parce que gouverner, c'est anticiper. Les gens viennent actuellement, ils gèrent, ils ont dit qu'ils ont les capacités, et c'est comme si c'est maintenant qu'ils découvrent les sauges. Le terrorisme était là depuis. Ce n'est pas un phénomène extraordinaire. La première attaque date d'avril 2015. Oui, mais avant, ça, dans d'autres pays, ça existait. Mais pourquoi chez nous? Parce que ça veut dire que les gens avaient d'autres moyens pour pouvoir gérer ça. Voilà. Ils avaient d'autres moyens. Et quelles sont les stratégies? Il faut demander à ces gens-là comment ils faisaient. Dans tous les cas, on ne peut pas juguler le problème du terrorisme par la force seulement. Ça, au moins, c'est clair. C'est le rapport, l'ONU même le dit. Il faut trouver d'autres stratégies à travers le dialogue, à travers la sensibilisation, à travers la confiance aussi que la population locale va avoir avec les forces même de défense. Parce qu'au Sahel, il y a un conflit de confiance. Il y a eu des bavures dont on n'a pas parlé. Il y a eu des massacres dont on n'a pas parlé de la population locale, sous des bases des accusations. Quand je prends le cas de Intangom, ils ont tué un conseiller avec son enfant et l'armée avait promis de faire d'élucider la question. Mais voilà, il y a des villages qu'on a massacrés comme ça, on n'a pas de preuves, il n'y a pas eu de jugement ni rien. Donc il y a un conflit même de confiance entre la population locale et les forces de défense. On est pratiquement en situation de guerre dans le Sahel. Hein? On est pratiquement en situation de guerre dans le Sahel. Est-ce que la riposte armée ne pourrait pas se justifier? Non, ce n'est pas une guerre, les gens parlent de guerre asymétrique ou bien, j'allais dire, multisymétrique même, ou multigravimétrique avec plusieurs centres de gravité. Mais le problème du Sahel, c'est que c'est un problème complexe. C'est comme je dis, il y a même un conflit de confiance entre la population locale et les forces de défense et de sécurité et l'administration. Il faut rétablir d'abord cette confiance, c'est fondamental. Le Sahel est important, ça fait une population de 1 100 000 habitants. Quand vous prenez le Soum, déjà, c'est plus de 385 000 habitants. C'est la province la plus importante au niveau du Sahel. Elle vaut 40% de la population du Sahel. C'est une population très, très importante et cosmopolite. Si nous perdons le Soum, s'il y a des problèmes au Soum, c'est les mêmes problèmes qu'on va retrouver dans l'Oudalan, ce sont les mêmes problèmes qu'on va retrouver dans le Yaga, c'est le même problème qu'on aura à Douri, au niveau du Sénou. Et c'est comme je vous dis, en termes de démographie, c'est la province la plus importante. Et économiquement aussi, elle est importante. Quand on prenait le marché de bétail de Soum, c'est l'un des marchés les plus importants dans la sous-région. Nous sommes en train de perdre, qui faisait des chiffres d'affaires de milliards. Actuellement, qui part là-bas pour des raisons d'insécurité? Non, les gens perdent. Il y a un départ de plus de 22 000 ménages. Voilà, donc c'est un problème. La plupart des gens que vous voyez actuellement dans la rue,
ici, les exilés, la plupart viennent du Sahel. Justement, Ça, ce 20 avril, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, justement a tiré la sonnette d'alarme sur la situation sécuritaire au Sahel et dans le bassin du lac Tchad d'une façon générale, en proie à des conflits armés. La crise humanitaire est aussi aggravée par justement ces phénomènes de changement climatique. Dans le Soum, la situation, en tout cas par la Croix-Rouge, est jugée déplorable avec plus de 18 000 déplacés depuis novembre 2017. La Croix-Rouge met à l'index la responsabilité notamment des politiques qu'elle appelle à atténuer les effets, en tout cas, des conflits et à créer des espaces justement de dialogue. Oui, exactement. C'est une interpellation? C'est une interpellation. Et surtout quand vous nous dites que vous avez créé un programme d'urgence et vous avez injecté 445 milliards pour le Sahel et vous ne résolvez aucun problème. Qu'il y a 445 milliards à être injectés. À être injectés, qu'ils ont déjà dépensé 80 milliards. Mais on ne peut pas prendre 80 milliards des contribuables burkinabés et dire que vous avez conçu des préfectures. C'est une priorité pour le développement du Sahel. Et que vous avez clôturé des commissariats. C'est une priorité pour le développement du Sahel. Ou bien pour atténuer. Non. Les gens ont des besoins fondamentaux. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire de cet argent alors? D'abord, ça a été, dès le départ, ça a été mal conçu. On a fait le plus sans associer les acteurs, c'est-à-dire les personnes ressources, sans leur demander quels sont leurs besoins. Le Premier ministre a pris ces gens, ils sont partis à Djibo faire la bamboula, à faire des effets d'annonce, comme ils n'ont jamais peur des chiffres astronomiques. Ils ont prononcé des chiffres. Les populations pensent même que c'est... Au début, c'était 558 milliards. Après, c'est revenu à 445 milliards. C'est comme s'ils allaient injecter des sous dans des projets de développement, d'assurance de la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable, le désenclavement de la région. Ce sont des priorités. Ce sont des priorités. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, aucun Sahélien ne peut admettre conscient que vous pouvez mettre 445 milliards pour le développement du Sahel sans bitumer Dori Ouaga et Dori Assakan, Dori Gorom, Dori Djibo et Dori Seba. On ne peut pas développer un pays sans la mobilité des personnes et des biens. Une région, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire que vous avez mis 445 milliards et laissé par le forêt Christine qui est là, et vous ne mettez rien dedans pour que les gens aient même l'eau potable pour boire et puis abréver aussi les animaux. Ce n'est pas possible. Quelles sont vos priorités? Vous pensez qu'au Sahel, là, ce sont les commissariats la priorité de la population? Que les besoins de sécurité sont quand même réels. Non, mais est-ce que le fait de clôturer un commissariat ou bien construire un nouvel commissariat, ça assure la sécurité? Quand il y a un problème, ils abandonnent le commissariat, non? C'est ça la réalité. Donc, et sans communiquer même avec la population. Vous ne pouvez pas faire le bonheur des gens à leur absence. Ça, nous condamnons ça fermement. On n'a pas associé les forces vives de la région. Même le MCA, je l'ai dit une fois, dans leur programme, y compris le nouveau package qu'ils veulent sortir, ils font des enquêtes, ils essaient quand même d'échanger avec la population pour qu'ils s'en approprient même. Mais tu ne peux pas venir faire mon bonheur à mon absence et dire que tu connais ce que je veux plus que moi-même. Les gens ne sont pas cancres au Sahel. Là. On a connu l'alphabétisation avant que le blanc n'arrive, puisqu'il y avait l'école coranique. Oui, et la première école, l'une des premières écoles du Burkina, c'est à Dori. C'est l'école primaire Dori A, en 1901. Voilà. Et avant ça, il y avait l'arabe. Les gens étaient instruits, ils étaient alphabétisés. Ils savaient ce qui se passait dans le reste du monde. Ils partaient en Arabie Saoudite pour le pèlerinage. Les gens étaient éveillés. Ce n'est pas une population analphabète, le Sahel. Est-ce que ça justifie aujourd'hui l'argument qui est développé par certains terroristes pour dire qu'il ne faut plus qu'on parle français, mais plutôt en arabe? Non, ce n'est pas un argument. Bon, ça peut se justifier aussi, mais pas forcément dans la guerre. Ils peuvent demander à ce qu'il y ait de l'arabe, parce que sur le plan religieux, les gens peuvent apprendre ça. Moi-même, j'ai fait l'école coranique et puis j'ai fait Madessa avant d'aller à l'école du Blanc. Mais ça ne m'a pas empêché de réussir à l'école. Moi, j'ai fait l'école coranique. Après ça, j'ai fait 2 années à Madessa. C'est là-bas que j'ai appris à écrire un peu en arabe, à compter en arabe, à connaître aussi quelques versets, quelques sourates pour la prière. Mais ça ne m'a pas empêché, comme la plupart des Sahéliens d'ailleurs, ça ne les a pas empêchés d'étudier. Au Sahel, c'est comme ça la vie. Normalement, peut-être que les choses ont changé, commencent à changer maintenant avec beaucoup de fonctionnaires qui arrivent. Mais le jeune Sahélien, dès qu'il naît, on l'amène d'abord à l'école coranique où il apprend le Coran, il apprend à prier, puisque c'est une région quand même musulmane. Donc, ce n'est pas mauvais qu'il y ait des madrasas. Moi, je ne suis pas contre. Je pense que d'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Et le fait d'apprendre l'arabe n'est pas une mauvaise chose
aussi, parce que ça peut être aussi une langue de communication, surtout qu'il y a beaucoup de liens culturels entre la religion musulmane et puis le monde arabe. Donc, mais il ne faut pas que ça soit quand même par la violence. C'est des choses qui peuvent être faites localement. C'est pour ça d'ailleurs certains sociologues pensent que l'école même dans certaines régions là, doit être adaptée aux besoins même de la population. C'est-à-dire au lieu de démarrer les cours, l'école à 7 heures, pourquoi pas au Sahel par exemple, voir en sorte qu'on commence à 8 heures ou à 8h30 selon les contextes. Parce que je me rappelle que nous, il fallait que tu amènes les animaux d'abord au pâturage, tu les laisses là-bas avant de venir à l'école. Donc on était chaque fois en retard, on courait, bon, pour finir. Bon, c'était pas facile, souvent le maître te frappe, alors que c'est le contexte là qui était comme ça. Voilà. Ou bien souvent tu dois traire tes laits de vache avant d'aller à l'école. Tout ça, il y a des choses que peut-être on peut recadrer, ça dépend. Mais nous, on a copié, tout a été copié et venu planter comme ça, comme si c'est la règle sans tenir compte de l'environnement sociologique. Et ça pose un problème dans beaucoup de régions d'ailleurs. Alors, tout n'est cependant pas sombre au Sahel. La semaine dernière, les forces de défense et de sécurité ont mené une opération fructueuse à Diawa. C'est comme ça qu'on appelle cette localité située à 4 km de Djibo. Oui. Une vingtaine de terroristes auraient en tout cas été arrêtés, au nombre desquels un chef de guerre de renom. L'information émane de nos confrères de l'Observateur Palga qui déplore cependant l'absence de communication de la grande muette sur le sujet. C'est plutôt une bonne nouvelle, une nouvelle encourageante à côté de ce qu'on pourrait considérer comme des prédications apocalyptiques sur l'avenir du Sahel. Ce n'est pas une nouvelle encourageante. J'allais dire même que ce n'est pas une très bonne nouvelle parce que c'est... Expliquez-nous ça. Je ne comprends pas. Non, j'ai dit ça parce que pendant qu'il dit ça, il y a 4 jours aujourd'hui, on a attaqué Arbinda. On a tué un chef coutumier, plus 2 membres de sa famille. Est-ce que c'est ça forcément la solution? Qu'est-ce qui prouve que ce sont des terroristes? C'est ça. Parce que c'est comme je dis, il y a beaucoup de bavures. Hein? Il y a beaucoup de bavures au niveau des forces de défense et de sécurité. Actuellement, on peut faire une fausse accusation et puis on prend des gens. Quelles sont les preuves? Comme dit, qu'est-ce qui est palpable? Est-ce qu'on a ouvert une enquête? Est-ce que le parquet a ouvert une enquête sur ça? Quelle est la suite? Même des gens qu'on a dit depuis longtemps, on les a arrêtés, on les a tués, il y a eu quelle enquête? C'est trop facile. C'est trop facile de dire qu'on a fait ceci ou cela. Mais on est dans un pays de droit là. Ce n'est pas le ministère même de la Défense. On doit ouvrir une enquête au niveau du parquet, de Djibo ou bien de Ouagadougou, je ne sais pas, mais pour que les gens soient éclairés. Mais le Burkina n'a pas créé l'exception en matière, disons, de traitement des cas de terrorisme. On a vu Guantanamo, on a vu également d'autres conditions de détention qui ont pris des légèretés avec, on va dire, l'état de droit ailleurs. Non, quand il faut copier ce qui est bien ailleurs. Il ne faut pas copier ce qui est mauvais. Voilà. Soit on est dans un état de droit où on respecte. Parce que là aussi, on peut, c'est comme je dis, c'est pour ça qu'il faut clarifier les choses. Il faut qu'il y ait un procès équitable, qu'on les juge, qu'on fasse une enquête et que les parents même soient rassurés qu'effectivement ils sont des terroristes. Voilà. Moi, je souhaite même qu'on nous dise qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles sont les preuves. En ce moment, je peux dire que c'est une bonne nouvelle. Mais dire qu'on a arrêté des gens, ça nous amène où? Dans la même semaine, on vient encore, le chef coutumier à quelques kilomètres d'Arbinda, on a pris tous ces animaux, donc la population même est inquiète. Voilà. Donc, à part ça, vous avez suivi, il y a quelques semaines, on a tué le maire de Koutougou, bien c'est où là, à quelques kilomètres, c'est pas bien. Voilà, il est élu, il a une légitimité. Et là même, je n'ai pas suivi une enquête qui a été ouverte. Donc actuellement, les gens sont dans une situation vraiment très inquiétante. Dans tout le Sahel, hein, c'est vrai que le Soum est médiatisé actuellement, mais j'avoue que même à Dori, les gens ont peur actuellement. Il y a 1 100 000 Burkinabés au Sahel. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous voulez qu'on abandonne le Sahel pour venir à Ouagadougou ici? Non. Il y a cette réalité-là, disons, oui. Un argument qui a été développé par un autre invité qui vous a précédé dans ce fauteuil, qui estime qu'il y a une sorte de complicité passive entre les populations du Sahel elles-mêmes et ceux-là qu'on considère aujourd'hui comme des djihadistes ou des terroristes. Non, ce n'est pas une question de complicité. C'est une question, comme je vous ai dit, de rapport de confiance. Si aujourd'hui, telle ou telle personne a dénoncé, après on est venu la tuer et il n'y a rien eu.
Ou bien il y a eu des bavures. Par exemple, le conseil de Intangom, il est allé pour chercher à défendre, il est allé pour s'enquérir, on l'a abattu. Aucune enquête n'est ouverte. C'est ça. Donc la population est dans une situation indécise et c'est même pas à qui il faut avoir confiance. D'abord, ils ont peur des terroristes, ils sont terrorisés eux-mêmes. Ils ont aussi peur des forces de défense parce qu'on ne te protège pas. Et demain, on peut venir te tuer partir comme ça. Aucune enquête n'est ouverte. Tu es dans une situation d'insécurité. Alors que le Sahel est riche. Hein? Quand vous prenez les 225 milliards au niveau de l'industrie minière qui sont reversés au trésor public, la contribution du Sahel seul n'est pas moins de 40%. Voilà. C'est l'une des régions la plus riche au Burkina en matière de richesse endogène. C'est indiscutable. Je ne parle même pas des animaux, ne serait-ce que l'exploitation minière. Donc c'est une région importante. Et même si c'est 1 mètre carré du Burkina qu'on doit perdre là, on ne doit pas le perdre. Et ça, c'est la prérogative constitutionnelle du chef de l'État. Voilà. Il est garant de l'intégrité du territoire. C'est la disposition de l'article 36 de la Constitution. Il faut qu'il l'applique. Et il est garant de l'unité nationale. Donc, alors, sortons de la laïcité béate. Fin de citation. Pour lutter contre le terrorisme, c'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Omar Diallo, qui est le ministre malien en charge des cultes, à l'entame des travaux d'une réunion, en tout cas des ministres en charge des affaires religieuses qui s'est tenue à Ouagadougou ici, une réunion des ministres du G5 Sahel. Là. Alors, la réunion portait sur la question de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Est-ce que vous êtes d'avis que notre approche de la laïcité pose problème? Bon, la laïcité est consacrée par notre Constitution. Nous sommes un pays laïque. Dans notre compréhension de la laïcité, c'est le respect de toutes les croyances, et toutes les religions. Mais il faut que ces religions-là se pratiquent et ces croyances-là dans le respect de la loi. C'est ça la laïcité. Maintenant, il ne faut pas que les gens comprennent la laïcité comme si c'est amener à transformer l'État en un État religieux non plus. Voilà. Non, on doit respecter ceux qui ne croient même pas en Dieu aussi. C'est une forme de religion. Maintenant, il appartient à l'État de faire en sorte que cette laïcité-là se perçoive et que tout le monde ait ses libertés, mais dans le respect de la loi. Voilà. Maintenant, dans l'intérêt supérieur de la nation, s'il y a des débats qu'il faut mener pour impliquer les religieux pour la résolution de certaines crises, je pense que c'est le rôle aussi de l'État, des gouvernants, pour utiliser tous les moyens de communication qu'il faut pour apaiser les cœurs et trouver, voilà, en tout cas il faut un dialogue. Quand je prends l'exemple des terroristes, qu'est-ce que la Mauritanie a fait? Ils ont privilégié le dialogue et l'Algérie, ces pays ont privilégié le dialogue, la communication, que la force militaire exclusivement militaire et mécanistique. Donc aujourd'hui, vous estimez qu'il faut dialoguer avec les terroristes? Non, c'est pas il faut en tout cas de la diplomatie, à l'image d'autres pays. Parce que l'expérience a montré que la force mécanique seulement là, hein, gravimétrique là seule ne suffit pas. Il faut trouver d'autres mécanismes. Quelles sont les solutions? Il appartient au gouvernement de trouver quels sont les mécanismes. Pourquoi à l'époque on était quand même en paix et aujourd'hui mais si vous prenez, il n'y a pas de gens, des adversaires, même des ennemis peuvent dialoguer, communiquer. Bon, maintenant on sait où ils sont. Par exemple, il y en a qui ont fait des déclarations. Donc c'est peut-être que ces groupes-là, on peut les identifier. Maintenant, dialoguer, négocier, bon, je ne sais pas quelle est la formule. Moi, je ne suis pas diplomate, mais je me dis qu'il doit y avoir des formules pour trouver une solution. Il y en a qui ont dit non, on ne peut même pas communiquer avec ces gens parce que c'est le diable, c'est impossible. Et si vous savez où ils sont, ou bien les poursuivre, je ne sais pas. Mais il faut trouver une solution. Voilà, parce que la force seulement militaire, là, comme on l'a connu, comme les gens ont été formés avec des guerres symétriques, on a vu que ce n'est pas forcément une solution. Et les gens sont dans une situation vraiment très complexe actuellement. Maintenant, je me dis, même si je ne veux pas appeler ça dialogue, en tout cas, il faut de la diplomatie. Maintenant, sous quelle forme? Demandez à Blaise comment il faisait. Voilà, je ne sais pas par quel mécanisme. Il est reproché justement à Blaise Compaoré d'avoir eu des relations pour le moins troubles avec ceux-là qu'on considère comme justement des terroristes. Peut-être que c'était aussi sa vision, c'était la solution que
Et il avait envisagé pour ne pas peut-être les frustrer, peut-être, je ne sais pas. C'est comme tu as un voleur qui sort de la Mako et il vient et te dit bonjour grand frère et puis tu l'insultes, tu dis tu es un voleur, moi il ne faut pas me dire bonjour. Bon, c'est pour l'amener de même à venir te voler. Mais s'il sort de la Mako et puis tu dis bon, vraiment j'espère que tu vas plus reprendre là-bas, voilà, prends 5 000, tu te débrouilles, ou bien j'ai un boulot pour toi, je vais te confier à faire quelque chose. Peut-être que tu le rassures et tu le marginalises pas. Et normalement, tu le réinsères, tu l'aides peut-être à s'insérer socialement. Est-ce que c'est une solution durable? Parce que certains s'interrogent là-dessus, sur la durabilité justement de ce choix. Non, moi je ne dis pas que c'est la seule alternative, hein, mais il ne faut pas écarter une piste pour trouver la paix. Voilà. Il y a des gens qui sont, vous avez tout de suite dans l'actualité, entre les deux Corées. Il y a eu 3 millions de morts là, pendant la guerre, de 50 à 53. Mais pourquoi ils peuvent s'asseoir sur la même table actuellement pour bavarder? Il y a eu 3 000 morts et 3 millions de morts. Voilà. Donc tout est possible. Voilà. C'est pour ça que la diplomatie est complexe et n'importe qui ne peut pas être diplomate. Moi, je ne suis pas diplomate, je ne peux pas parler à la place des diplomates, mais la diplomatie peut régler des choses que le commun des citoyens ne peut pas régler. C'est pour ça que la diplomatie, c'est de l'art. Donc, c'est à nos diplomates de trouver quelles sont les solutions. Quelle est la solution de l'Algérie? Il faut aller voir ce qui se passe, comment ils ont fait. Et la Mauritanie, comment ils ont fait. Peut-être que ce sont des pistes. Donc, voilà. No money for terror, c'est le mot d'ordre qui a réuni à Paris plus de 70 pays et organisations engagées dans la lutte contre le terrorisme. L'ambition de cette conférence internationale, c'est véritablement d'assécher les sources de financement du terrorisme. Et déjà, il y a plus de 400 structures qui ont été identifiées comme étant des structures qui participent au financement du terrorisme international. Est-ce que vous pensez que justement c'est une option intéressante aujourd'hui pour contrer le phénomène du terrorisme? Moi, je ne pense pas que ça peut être une option, mais pas une option définitive. Les gens ont tué Ben Laden depuis longtemps. Et on disait que c'était lui la source, mais est-ce qu'ils ont pu régler annihiler le problème du terrorisme? Non. Aujourd'hui, c'est les mécanismes de financement, toutes les structures par lesquelles ils arrivent à avoir de l'argent, parce que faire du terrorisme, quelque part, ça coûte cher. Oui. Voilà pourquoi il y a des prises d'otages, il y a des rançons qui sont versées, il y a des entreprises, des sociétés écrans par lesquelles on achète des armes, on achète, voilà, on fait des trafics. Ça peut être des pistes, mais pas forcément la solution. Le fait d'acheter leurs avoirs, normalement, même chez nous, il y a la CENTIF. On a une structure qui suit normalement ces dépenses-là qui sont... Ça peut être des pistes. Quand vous prenez dans d'autres pays actuellement, tu ne peux même pas faire une dépense sans qu'il y ait la traçabilité. Peut-être que ce sont des pistes, mais est-ce que ce sont des pistes de solutions définitives? Parce que ce n'est pas forcément les moyens. Mais si tu as un ciré de ceci qui est prêt à perdre sa vie, est-ce que c'est une solution de dire que tu vas fermer les comptes bancaires et l'empêcher d'agir? C'est ça. Donc ça dépend de quel niveau de terrorisme ils veulent. C'est à quel niveau? Ça dépend. Ceux qui sont venus, ceux qui nous attaquent actuellement, est-ce qu'ils ont des comptes bancaires? Ils sont dans quel circuit? Voilà, peut-être qu'ils sont locaux. Nous vivons même quotidiennement avec eux. Donc c'est vraiment un système qui est difficile. Autrement dit, les Occidentaux auraient dit finir avec ça depuis longtemps. On a bombardé le World Trade Center jusqu'à présent. Est-ce qu'on a pu trouver des solutions? Voilà, donc ce sont des pistes, mais ça c'est peut-être le grand terrorisme. Hein. Mais ce qui nous emmène dans nos pays, là, je ne pense pas que ce soit une solution. Alors, je voudrais qu'on aborde un tout autre sujet. Ce 25 avril, il y a des responsables du comité de veille parlementaire du Conseil national de transition qui étaient face à la presse. Le sujet à l'ordre du jour, bien entendu, c'était l'adoption de la Constitution de la Ve République. Le comité soutient qu'il y a eu un consensus autour de la voie référendaire et qu'aujourd'hui, il ne saurait en tout cas être question de remettre en cause ce consensus-là. Est-ce que vous êtes partie prenante déjà de ce consensus portant sur la voie référendaire pour l'adoption de la Constitution de la Ve République? Oui, nous sommes partie prenante. Je fais partie de l'opposition politique burkinabé. Et à l'unanimité, nous sommes d'accord avec cette Constitution, même si individuellement, il y en a qui pensent que la Constitution mérite encore un petit toilettage. Je prends un exemple. On a déplacé l'article 37 de la Constitution pour le ramener à l'article 53 ou bien c'est où. D'aucuns pensent que quand même c'est un article historique et il devait rester à sa place.
Donc, à sa place comment? Non, par rapport à la limitation des mandats, oui, pour que ce soit une limitation de mandat de 2, mais que ce soit l'article 37. C'est un exemple de forme, quoi. Ah, d'accord. Voilà, puisque la Constitution a été totalement chamboulée. Et voilà. Donc ça, c'est des questions de forme. Sinon, au niveau de l'opposition politique au Burkina, nous avons rencontré le chef de l'État et nous sommes d'accord pour qu'on aille à un référendum pour que le constituant originel puisse s'en approprier. Parce que la Constitution, c'est la loi fondamentale. L'amener à l'Assemblée, par exemple, un mardi soir à 16h, on vote, parce que c'est un vote à majorité qualifiée et ça passe. Ce n'est pas la même chose que lorsque ça va au référendum, parce que les gens pourront communiquer là-dessus, les citoyens pourront mieux connaître la Constitution et s'en approprier. Quand vous prenez même la Constitution même en cours, il y a beaucoup d'intellectuels qui ne la connaissent pas très bien, sauf ceux qui ont fait peut-être le droit ou ceux qui ont eu la chance de passer à l'Assemblée. En tant que législateur, c'est peut-être là-bas même qu'ils ont appris la Constitution. Donc la Constitution mérite que tous les Burkinabés s'en approprient. Maintenant, au niveau du référendum, le seul souci actuellement peut-être qu'on pourrait avoir, c'est comment aller au référendum par rapport à la procédure. Parce que dans la 4e République, c'est la révision qui est prévue. Ça, c'est les dispositions de l'article 161 de la Constitution. Mais le passage à une autre République n'est pas prévu dans notre Constitution. Et l'utilisation de l'article 49 de la Constitution pour dire que le chef de l'État peut soumettre tout projet de loi d'intérêt national au référendum, ça c'est pour les lois ordinaires, mais ce n'est pas pour la Constitution. Donc ça c'est un débat de juristes, mais beaucoup de constitutionnalistes ont dit que ça pose un problème d'amener ça aussi directement à une 5e République. Et du reste, dans cette même 5e République, ils n'ont pas prévu un passage à une 6e République aussi. Et par quel mécanisme? Tout ça, c'est des débats, peut-être de forme ou de fond, mais je pense que aller au référendum serait la meilleure solution, même si ça va coûter. Alors, permettre même aux Burkinabés de l'étranger de participer, ça sera une opportunité pour eux d'un test de vote de Burkinabés de l'étranger, et ça va les permettre certainement de s'approprier aussi de la Constitution, si vraiment c'est possible. Donc, mais le référendum est vraiment nécessaire. Comme ça, même le gars qui est à Ngountaola, dans les villages les plus reculés, en matière de communication, avec les débats qui se mèneront à la télé, sous les arbres à palabres, ça va les permettre de connaître quand même quelques articles importants de la Constitution. À ce niveau, nous pensons que c'est une bonne chose. Alors, le Burkina est 41e sur 180 pays dans le rapport 2018 de Reporters sans frontières, et on termine là-dessus. Donc, le Burkina qui est classé premier pays francophone, est-ce que c'est un signe des temps que la parole est libérée dans notre pays et que la liberté d'opinion, celle d'expression et la liberté de presse se consolident? Bon, je crois que c'est le même rang, on n'a pas évolué. Hein. On avait le même rang, même quand Blaise était là, on était à ce même rang. Donc la liberté de presse n'a pas tellement évolué. À la limite, je pense qu'elle a un peu reculé. Sous l'Ancien Régime, le Burkina a été classé à une certaine époque comme étant un pays prédateur de la liberté de presse. Non, mais ça a évolué. Parce que si vous prenez les derniers rapports de Reporters sans frontières, on avait à peu près ce même rang. Mais par contre, en indice de développement humain, ça s'est empiré. Actuellement, on est 185e sur 189. Une chose est d'avoir la liberté de presse. Une autre chose aussi d'avoir un développement social important, un bien-être social. Donc, en matière de liberté de presse, je ne pense pas qu'on ait évolué au Burkina. Vous avez le sentiment que la liberté d'opinion, d'expression sont des libertés subsidiaires? Non, ce n'est pas des libertés subsidiaires, mais je pense que chez nous, on n'a pas évolué. Il n'y a pas une évolution à ce niveau. Si je prends l'exemple du reportage, du procès et autres, il n'y a pas une très bonne liberté de presse. Voilà, il n'y a pas une bonne liberté de presse. On aurait dû trouver des formules pour que ces trucs-là soient couverts. Et que les journalistes disent quand même ce qu'ils ont à dire sur le procès. Ils peuvent dire ce qu'ils disent, mais vous êtes sûr que tous les journalistes sont libres au Burkina? Vous avez des exactions que Lengani a eues, ou bien Ali Compaoré? Voilà, c'était pire qu'avant. C'est ça la réalité aussi. Il ne faut pas vous laisser berner. C'est les mêmes gens qui ont dirigé Blaise, les mêmes civils là, c'est les mêmes qui nous gouvernent actuellement. Vous étiez du groupe? Pas totalement comme eux. Nous sommes venus, moi j'ai été député en 2012, et
Les autres étaient là depuis 87 et même avant. Donc, ils ont fait 27 ans, 25 ans avec Blaise. Donc, ils sont comptables et j'allais dire même coupables même de tout ce qui s'est passé, même en matière de privation de liberté de presse. Et ça m'étonne que certains que vous connaissez dans ce gouvernement-là soient mieux qu'avant en matière de liberté de presse. Ça, je ne crois pas. Et c'est comme dit, vérifier les statistiques, mais je suis persuadé qu'on n'a pas évolué en matière de ranking, en matière de liberté de presse au Burkina. Voilà. Merci, professeur Diko, d'être passé sur ce plateau. Merci, mon ami. Voilà. Madame, monsieur, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'est la fin de votre émission. Je vous retrouve dimanche prochain, toujours en direct sur la RTB avec notre invité sur la brèche. Bonsoir.